Pour qui visite la Russie, Saint-Pétersbourg paraît pétrifié en 1917. Immense et solennel décor légué par les Romanov, où les acteurs de la chute du tsarisme et de la révolution se sont évanouis comme des fantômes. Mais cette somptueuse somnolence reflète aussi la Sodome de l'Ancien Régime, avec sa cour et ses secrets, ses casernes aux garnisons pléthoriques, ses artistes et ses poètes épris d'hellénisme, ses trafics de la misère et du sexe. Durant l'effervescence artistique qui précéda la Révolution, le cénacle de poètes entourant Mikhaïl Kouzmine pouvait célébrer en termes éthérés et sans être inquiété des amours qui n'étaient désormais plus guère interdites. Mais en faisant table rase des lois tsaristes, les bolcheviks firent espérer en l'avènement d'une complète liberté de mœurs. Des soviets d'homosexuels se déclarèrent au grand jour. Bien que rebuté dans son moralisme petit bourgeois, Lénine avait alors d'autres crimes à fouetter, et tous les concours étaient bons à prendre, pourvu qu'ils lui permettent de gagner la guerre civile. Celui de Tchitchérine, par exemple, renégat de l'aristocratie balayée qui avait mis ses talents de diplomate au service du drapeau rouge. Le commissaire aux affaires étrangères partageait ses nuits entre les dossiers qui permettaient de faire admettre le nouveau régime aux grandes puissances et la chasse compulsive aux jeunes gens dont les camarades affectaient encore de s'amuser. Alexandra Kollontai, en revanche, posait problème en théorisant la liberté sexuelle comme un acquis de la Révolution. Lénine était excédé par son mot d'ordre « abat la pudeur », mais elle lui servait de caution auprès des progressistes étrangers. De fait, les bolcheviks méprisaient les homosexuels, qui n'avaient pas de place dans une culture machiste imprégnée d'ouvriérisme et de terrorisme. Dans sa conquête impitoyable du pouvoir, Staline ne tarderait pas à se servir de cette répugnance comme d'un autre instrument.